Donc c'est parti. Bonjour à tous. C'est toujours avec plaisir qu'on fait ces visioconférences sur le Covid avec l'échographie pulmonaire. Pour vous annoncer que ce soir, pour le moment, en l'état actuel des choses, ça sera la dernière visioconférence pour l'écho pulmonaire Covid-19. En revanche, on vous propose un rendez-vous maintenant mensuel. Donc ça sera tous les premiers mardis du mois, où MedTandem vous proposera une visioconférence de la même façon qu'on vous la propose maintenant, mais sur l'échographie plutôt abdominale ou musculo-squelettique. On va commencer comme ça. Donc Gervais vous parlera du programme en fin de visio. Et évidemment, si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous préférez qu'on aborde, eh ben, on pourra avec plaisir les aborder avec vous. Donc pour la visioconférence d'aujourd'hui, on aura les fameuses images de Daniel Lichtenstein et du surf qui nous accompagnent depuis le début. Vous connaissez Daniel, spécialiste en écho pulmonaire et animateur à Paris, qui a écrit plein de livres sur l'écho pulmonaire. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Mehdi Benchoufi avec l'équipe, donc avec Jérôme et Marie-Laure, qui vont nous parler de l'étude clinique qui viennent de sortir. Donc, ça fait un petit moment qu'ils travaillent dessus. Là, ils vont nous présenter les résultats pour une centaine de patients. Ils vont vous en dire plus. Il y a encore plein d'infos qui ne sont pas sorties. Donc, on attend avec plaisir leurs infos. Évidemment, on pourra refaire des conférences exceptionnelles quand on aura les résultats plus complets de votre étude. Ensuite, vous reconnaissez Gervais Pagaudet, qui est échographiste et cadre de santé en imagerie à l'hôpital de Blaye, à côté au nord de Bordeaux, dans le Médoc. Et moi-même, qui suis donc anesthésiste réanimateur, avec une expertise en échographie pour l'anesthésie loco-régionale. Et également fondatrice de MedTandem. Voilà, donc on va lancer le jingle. Donc, Mehdi, Marie-Laure, Jérôme, je vais vous laisser la parole pour que vous nous présentiez cette étude clinique. Pour nous, il y a en gros deux points vraiment importants. Je vais arrêter le partage pour qu'on puisse vous voir. Voilà. Deux points importants, c'est d'abord les premiers résultats. Le résultat le plus important, c'est de voir la corrélation entre les images d'écho et les images de scanner, puisqu'on a vu, on le voit à chaque fois dans les éditos, ça a été controversé, la place de l'échographie dans la prise en charge du patient Covid, surtout en France. On verra que cette controverse, elle est beaucoup moins vraie dans les autres pays. Et donc, évidemment, ça nous intéresse d'avoir des résultats scientifiques pour nous montrer ça. La deuxième chose qui nous intéresse, comme je disais à Jérôme, puisqu'on est tous en formation et on aime tous se former, c'est également l'apprentissage de cet écho pulmonaire dans le cadre spécifique de la prise en charge du Covid, et donc de voir comment on apprend. Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on peut apprendre rapidement? Est-ce que c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser au quotidien? Voilà, et puis après, on espère que vous allez nous annoncer plein de nouvelles choses. Voilà, la parole est à vous. Bonjour Mehdi, on t'a vu arriver, mais on ne t'a pas dit bonjour. Bon, Jérôme, vas-y, Mehdi, je pense qu'il doit être en train de se… Là, vous m'entendez? Ah, ça y est, on entend Mehdi. Ouais, ok, super. Bon, merci de ton invitation, Lucie. Je salue mes camarades Jérôme et Marie-Laure, et je vous salue tous, bien entendu. Donc, comme tu le disais, l'étude consistait à regarder de façon comparée les performances de l'échographie et du scanner dans le cadre de l'évaluation de la sévérité des lésions pulmonaires chez les patients suspects ou atteints de Covid. C'est une étude qu'on a menée sur 3 sites. C'est une étude menée à l'hôpital Hôtel-Dieu, à l'hôpital Cochin, à l'hôpital Lariboisière, et donc à la PHP pour l'essentiel, et qui est une étude préliminaire à une étude d'une ampleur encore plus importante, qui sera une étude multicentrique sur 8 sites, et qui se complétera par des sites au CHU Strasbourg, CHU Bordeaux, CH de Melun et CH de Forez et d'Henri Mondor, toujours à la paix. Et l'idée sera de regarder, on va dire, à la fois ce qu'on a regardé là, c'est-à-dire une vision comparée écho et scanner,
et regarder dans le détail le suivi des malades à 1 mois, et donc l'évolution clinique étant mesurée sur le plan défavorable par la survenue d'un des 3 événements, adressage en réanimation, intubation, enfin, ventilation invasive et décès. Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui sur la base des éléments dont on dispose et qui ont été publiés en préprint, donc l'article, j'insiste, n'a pas été peer-reviewé, il est adressé à une revue généraliste, mais il n'a pas été encore peer-reviewé. Ce que je peux vous dire, c'est les 2 informations qui se dégagent importantes, c'est que d'une part, lorsqu'on compare échographie et scanner sur normal versus pathologique, 2, atteinte normale à minime ou atteinte modérée à sévère, selon des scores sur lesquels on vous donnera tous les détails. L'écho et le scan font jeu comparable. Alors, je vous laisserai découvrir les éléments qui sont documentés dans l'article avec toutes les précisions en termes de sensibilité, de spécificité, d'AUC. Et la deuxième information, c'est les performances comparées cette fois-ci entre des experts et des néoformés. Les néoformés ayant été sous la moulinette de 2 protocoles d'éducation, un protocole, à chaque fois des protocoles rapides, un protocole de 30 minutes d'acquisition des fondamentaux de l'échographie, et un protocole, on va dire, plus poussé avec à la fois les fondamentaux de l'écho, mais aussi des échographies seniorisées. Et là, on a des performances, on va dire, comparables, sensiblement comparables, avec un CAPA assez satisfaisant entre experts et néoformés, lorsque le néoformé a à la fois reçu une formation théorique et qu'il a complété par un certain nombre d'échographies accompagnées, assistées d'un expert. Et la corrélation est modérée lorsque on en vient simplement on limite la formation à un protocole théorique. Voilà, ça c'est les informations importantes. Alors, je précise un point qui me paraît assez central, c'est que donc on a essentiellement comparé performance éco-scan. On n'est pas en mesure, sur la base de ce dont on dispose aujourd'hui, d'affirmer une place ou de justifier une place précise de l'échographie dans la prise en charge des malades. Je pense que sur la base de l'étude dont on va disposer des résultats dans quelques semaines, on sera plus confortable et plus, on va dire, plus rigoureux à pouvoir établir une place précise de l'échographie dans la prise en charge des malades suspects ou atteints de Covid. Alors, néanmoins, bien entendu, sur la base de ces résultats, on peut s'orienter favorablement vers l'idée que l'échographie semble faire le job en termes d'outils de tri. Enfin, voilà, il faut rester prudent sur ce qu'on est capable d'avancer solidement sur le plan scientifique. Voilà un peu les premières informations que je peux partager avec vous. Je ne sais pas si mes collègues Marie-Laure et Jérôme veulent intervenir. En ce qui me concerne, ça a parfaitement résumé l'avancée de notre travail, je pense. Bon, ça ne m'étonne pas qu'on soit d'accord. Ça ne m'étonne pas non plus. Moi, je suis assez d'accord aussi, hein, Mehdi. Non, Jérôme, tu as des choses à nous dire. C'est écrit d'avance. Non. Jérôme, il faut que tu nous racontes un peu pour l'imagerie, pour les échos. Est-ce que vous avez des infos sur les signes cliniques, est-ce qu'il y avait parce que vous disiez qu'il y a des lésions sévères et des lésions moins sévères. Est-ce qu'on a une concordance ou une discordance? Parce qu'on a eu beaucoup de choses avec le Covid. On a vu des patients qui arrivaient aux urgences ou même en réa sur leurs pieds, qui n'avaient pas l'air essoufflé et qui pourtant avaient des lésions pulmonaires maximales et qui étaient intubés rapidement. Donc ça, c'était vraiment dans les premières semaines de la maladie. Ensuite, on a vu qu'on se jetait un petit peu moins dessus, mais qu'on arrivait à leur donner un peu de la VNI ou des choses comme ça, donc on les intubait moins. Là, je suis un peu du côté du réanimateur, mais est-ce que vous avez, dans l'étude, dans l'étude finale, est-ce qu'il y aura les relations un peu, des sortes de cas cliniques où on aura les signes cliniques et les signes échographiques? Parce que ça aussi, c'est des éléments. Évidemment que la première chose, c'était de faire le scanner versus l'écho,
Mais la chose qui nous intéresse aussi, c'est voir s'il y a pas de corrélation, comment on le craignait, quoi. Alors, c'est exactement ce qu'on a voulu faire au départ, hein. L'étude telle qu'elle a été annoncée dans Clinical Trial, c'est pas une comparaison avec le scanner, mais c'est le caractère prédictif du devenir des patients par l'échographie. On avait l'impression initialement, en tout cas quand on faisait les premières échos, que ça fonctionnait plutôt bien. Et puis, faut voir après sur la totalité des données. Pour l'instant, on n'a pas encore ce retour complet, mais on a quand même eu. Enfin voilà, je peux parler que d'expérience. Pour l'instant, j'ai pas les chiffres, hein, mais sur mon expérience, on a eu des patients avec des images graves à l'échographie, comme ce qu'on avait au scanner, mais qui finalement allaient plutôt bien. Et inversement. Donc, faut attendre les chiffres. Faut voir si c'est on va avoir 400 patients. On va avoir 400 patients pour se faire une idée. Et on finit le suivi des patients à 1 mois, d'ici 15 jours, 3 semaines. Donc, voilà. Parce que c'est ce que je disais à Mehdi la semaine dernière, c'est qu'avec les nouvelles données là, de Gattinoni, là, le patron italien, le ponte de la ventilation, il a défini en fait qu'il avait, lui, deux types de patients qui prenaient en charge en réa. D'une part, les patients qui avaient des lésions avec des syndromes interstitiels antérieurs et postérieurs. Et d'autre part, des patients avec des condensations et des lésions quasi exclusivement postérieures. Alors ça, ce sont des éléments… Ouais. Oui, ça, ce sont des éléments évidemment d'intérêt qu'on va regarder dans le détail. On a construit aujourd'hui un score qui mérite sans doute d'être amélioré, qui a l'avantage de la simplicité et qui peut pécher par une moindre spécificité, mais il est manipulable. Et donc, ce score, il consiste en la somme de lésions de différents cadrans. Alors, on l'a voulu au plus simple, donc on prend 8 points par patient et un grading par cadran qui va de 0 à 3. On a un score, encore une fois, rapporté aux lésions scanner qui semble être acceptable. Maintenant, il y a sans doute beaucoup à faire pour améliorer tout ça et tenir compte des spécificités du Covid, et telles que tu l'indiques, notamment des spécificités des lésions en termes topographiques. On a fait tourner une première routine statistique, alors je n'entrerai pas dans les détails, mais des choses assez standards de régression multilogistique, que en regardant plus finement le poids de certaines lésions en fonction de la topographie des lésions, en réalité, on obtenait un score qui était beaucoup plus complexe et avec un gain en termes de sensibilité spécificité qui n'était pas forcément remarquable. Donc, on va explorer on va dire des éléments statistiques plus avancés, plus fins, avec des techniques dérivées du machine learning pour essayer de regarder comment est-ce qu'on peut calculer un score qui tiendrait compte de patterns qui peuvent être des patterns topographiques beaucoup plus complexes que ceux dont on peut se rendre compte simplement par expérience médicale, fût-elle celle d'un réanimateur. Donc ça, c'est aussi ce qui nous attend dans les semaines qui viennent, c'est d'avoir des scores sans doute plus fins pour regarder les lésions et coupler tout cela à la fois du contexte d'imagerie, donc du contexte en l'espèce scanographique, mais aussi du contexte clinique dont on a recueilli les éléments importants qui sont les éléments qui permettent de documenter la sévérité d'une pneumopathie et la sévérité de l'état clinique du malade. Donc, on a pris le CRB65 et le QSOFA et on ira investiguer plus avant dans ce sens-là et on espère que d'ici 1 mois, les données de suivi, un score plus raffiné, de la corrélation avec la clinique et aussi le statut virologique documenté par la PCR permettra de donner une vision un peu plus panoramique, à la fois plus panoramique et plus fine sur le plan clinique, ce qui nous permettra de dériver une attitude, enfin en tout cas d'établir avec plus de force la place de l'échographie dans la prise en charge des malades. Ok, bah, super. On attend avec impatience la fin du mois alors. Merci. Bah, écoutez, merci beaucoup, très bien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que la salle a des questions que vous voulez leur poser? Sinon, on va les libérer parce qu'ils ont des réunions après. Moi, j'avais juste une question à poser. Oui, dans le recrutement des patients,
est-ce que vous avez tenu compte de ceux qui avaient des antécédents de pathologie pulmonaire ou pas? C'était juste pour savoir. Ou... Alors, c'est quelque chose qu'on a noté évidemment chez les patients. On a noté tous leurs antécédents, notamment les patients qui avaient eu des infections par tuberculose ou des patients qui avaient déjà des maladies fibrosantes ou d'autres pathologies. Et c'est des choses qui vont être analysées. D'accord, ok. Ouais, très bien. D'autres questions? Non? Bon, bah, écoutez, on va vous libérer. Merci beaucoup. Et puis, de toute façon, si probablement quand on aura d'autres questions dans la visio, et je vous les transmettrai, et je redonnerai les infos à tout le monde après. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci Jérôme, merci Marie-Laure, merci Mehdi. À bientôt et Au merci revoir, à beaucoup. bientôt. Bon, ben voilà, on en sait plus hein, quand même. On va regarder après l'étude. C'est intéressant, c'est assez frustrant parce qu'il y a beaucoup de statistiques et beaucoup les scores avec tout ce qui vous a expliqué. En fait, c'est des montages pour essayer de voir quel est le score le meilleur pour vraiment arriver à se coller au résultat des scanners. Donc, c'est vraiment ce que vous explique Mehdi. En fait, Mehdi et Marie-Laure, ils sont spécialistes d'intelligence artificielle et de santé publique. Donc, c'est pas des statisticiens, je dirais, c'est pire ou c'est plus haut encore. Donc, c'est ce que vous a dit Mehdi. L'idée, c'est ensuite d'aller réellement trouver ce qu'ils appellent de la machine learning. Hein, c'est d'aller faire des scores que vous aurez plus ou moins intégrés après dans vos échographes. Qui vont aller calculer et vous donner une efficience encore supérieure. Donc, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment avec des gens comme ça qu'on voit qu'on passe dans la médecine vraiment du 21e siècle, où il y a à la fois l'expertise et des gens qui apprennent et des gens qui ont l'œil et qui avancent. Et on voit le passage de l'intelligence artificielle et du machine learning qui va faire qu'on va faire un bond tous énorme, quoi. Donc, évidemment, ceux qui ont l'expertise la gardent, hein, mais en plus, ça sera, je pense, une aide importante. Donc, c'est très intéressant. Mehdi et Marie-Laure font partie aussi de la société Ecopen. C'est un travail d'une société sur laquelle ils sont depuis un petit moment, qui fabrique en open source une sonde d'échographie. Ils veulent vraiment pas cher. Et Mehdi me disait que normalement, la sonde devrait sortir au mois de janvier pour les premières, et donc courant de l'année 2021. L'idée, c'est vraiment d'avoir une sonde facile à utiliser, pas chère, et qui dispose déjà de beaucoup de machine learning qui nous aident à la fois dans l'interprétation et dans l'acquisition de l'image. Voilà, donc plein de choses sympas qui nous attendent. Le monde de l'écho ne fait que commencer. Alors, on va repartir sur notre visio, à moins que vous vouliez nous parler de choses en particulier. Non, vous voulez discuter de l'étude ou on recommence? Bon, ça marche. Donc, il est 20, on va reprendre le partage d'écran. Voilà. Hop là. Donc, on en était à l'étude. On va continuer. Donc, pour l'édito, vous avez compris, hein, l'information la plus importante, on vient de vous la donner, c'est vraiment l'arrivée de cette étude qui nous dit qu'on va pouvoir corréler l'écho au scanner. Donc, l'étude pour la place de l'écho, on va en reparler. Si on se recentre un petit peu sur la maladie Covid réellement, ce tableau, on l'a vu depuis le début. On pense vraiment que c'est le tableau fondamental pour la maladie Covid. Qui est resté. C'est un tableau qu'on a depuis un mois et qu'on a amené avec nous pendant la quinzaine de visioconférences qu'on vous a présentées. C'est un tableau pour moi qui résume vraiment cette maladie qu'on a eu du mal à comprendre. C'est vraiment la première semaine de la maladie où on voit tous les signes qu'on a l'habitude de voir d'un virus, et la deuxième semaine où on voit que là, il se passe quelque chose d'autre.
on voit qu'on est débordé, que les réponses immunitaires du corps humain sont débordées pour la plupart des patients et on voit qu'il se passe vraiment une dégradation. Donc, on a parlé de l'orage de cytokines, on a parlé aussi de l'action du virus qui se ferait au niveau même du globule rouge avec une libération des ions fer. On a parlé de pas mal de choses. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que 7e, 8e, plutôt même 5e, 10e jour, il faut vraiment particulièrement surveiller nos patients. Et ça, c'est encore plus vrai en ambulatoire. C'est vrai aussi, bien sûr, aux urgences et surtout en médecine quand on a hospitalisé les patients. Je pense aux pneumologues ou aux infectiologues qui étaient responsables des services de médecine. C'est vraiment le moment charnière où là, on peut avoir une dégradation rapide et brutale des patients. Donc, l'organigramme qu'on vous a proposé, pareil depuis le début, c'était, on a découvert petit à petit ces signes cliniques un peu particuliers avec l'anosmie, la gueusie. Ça, c'était une atteinte directe du virus au niveau neurologique, l'atteinte des paires crâniennes. On a vu l'atteinte des formes digestives. Au début, on avait vraiment du mal à comprendre. Maintenant, on commence à se dire que c'est une atteinte qui va être globale. Et donc, on a vu même des formes digestives avec des résections coliques ou dues à des nécroses dues au Covid. Avec, dans les pièces anatomiques, on a retrouvé du Covid. Donc, une multiplicité des signes au départ. Est-ce que ça reste des signes stables ou est-ce que ça passe en signes de gravité? Les signes de gravité, on était habitué à des signes de gravité assez importants avec une désaturation à 92, une polypnée à 40. On était habitué à des choses comme ça. Avec le Covid, les signes de gravité, on a vu que ce n'était pas exactement ça, quoi. Qu'une fréquence respiratoire déjà à 22 ou une SAT à 94, il fallait déjà se méfier parce qu'on pouvait avoir des gens qui étaient déjà épuisés sur le plan respiratoire et qui allaient rapidement basculer vers le côté où ils ont besoin d'une assistance respiratoire. Donc, ces patients-là, généralement, ils étaient adressés aux urgences où ils avaient une PCR et plus ou moins une hospitalisation avec un scanner, plus ou moins injecté. On est plutôt sur des scanners non injectés. Les scanners injectés, on les a amenés surtout après, quand on a eu la conscience de la maladie thromboembolique qui était vraiment associée. Et là, on a vraiment compris l'intérêt d'aller faire des scanners injectés. De l'autre côté, pas de signe de gravité, le patient reste en ambulatoire, reste à domicile, pas de signe d'infection respiratoire, on va confiner notre patient et on va lui dire de se surveiller pendant 15 jours. Pensez quand même, de toutes les façons, à surveiller votre patient entre le 5e et le 10e jour. On a vu qu'il y avait de plus en plus de médecins qui, dans le cadre des centres Covid ou dans le cadre de cabinets personnels, revoyaient les patients tous les 2 jours. Au départ, c'était le CH d'Angers qui avait proposé ça, comme un peu être assigné à résidence. On venait dans la tente devant le CH tous les 2 jours pour avoir une analyse et voir une analyse échographique pour avoir justement l'évaluation de sa pathologie. Les lésions du Covid. Donc ça, c'est vraiment les premières infos qu'on a eues. On nous a bien expliqué que c'était bien comme une atteinte virale. Donc, comme la grippe H1N1, on avait des lésions de verre dépoli, du syndrome interstitiel, qu'on pouvait avoir des condensations et surtout qu'on n'avait pas d'adénopathie et très rarement, voire pas d'épanchement pleural. L'épanchement pleural aujourd'hui, on sait que c'est quasiment un élément en faveur d'un diagnostic différentiel, où on peut le voir au niveau de après 3 semaines de réanimation, où là, on peut voir un épanchement pleural. Donc, en gros, le scanner dans les premiers jours de la maladie, ce n'est pas très sensible, et ça le devient, surtout quand on est associé à une PCR. On connaît les problèmes de la PCR, aujourd'hui avec les faux positifs, les faux négatifs, mais ça reste quand même, avec le scanner, les examens de référence pour le dépistage. En gros, les lésions sur le scanner, Gervais va vous en reparler, ce sont des lésions focales en verre dépoli qui ont une extension au fur et à mesure, qui vont atteindre les 2 poumons, donc qui peuvent aller jusqu'à des condensations et un aspect de crazy paving line. Ça, il va vous expliquer. Les données sur lesquelles on était jusqu'à maintenant,
ce n'étaient pas des données en faveur de l'utilisation de l'échographie pulmonaire si on écoute les recommandations, aussi bien les recommandations de l'HAS que de la Société française de radiologie, qui sont écrites par les mêmes personnes, ne nous incitaient pas à aller faire de l'échographie thoracique à des fins de dépistage pour le diagnostic du Covid. Mais ne nous parlaient pas de l'évaluation des lésions pulmonaires dans le cadre du suivi du Covid. Tout ça, c'est des places de l'échographie qu'on a vues au fur et à mesure. Quand on va plus finement dans les recommandations de l'HAS, on voit qu'en fait, il y a une véritable déconnexion entre la réanimation et les urgences et la radiologie. Parce que quand on voit qu'ils nous disent qu'en réanimation, les patients non transportables, on leur fait des échographies pour regarder les pneumothorax, qui sont des complications de la ventilation, je peux vous assurer que ça n'arrive plus. On ne fait plus de pneumothorax comme complication de la ventilation. Ça pouvait être peut-être il y a 10 ans ou il y a 15 ans, quand on avait des respirateurs pas bien fonctionnels. Maintenant, c'est vraiment terminé. Évaluer les penses de parchement pleuraux également, mais c'est en réanimation, on fait de l'échographie à peu près du corps entier. Donc, peut-être que nos amis les radiologues ne sont pas au courant de tout. Donc, on voyait qu'il y avait une vraie discordance entre ce que nous proposait l'HAS et la Société française de radiologie, et en même temps, ce qu'on voyait à l'extérieur, donc aussi bien en Italie qu'en Espagne. Là, c'est deux articles qui nous incitaient au contraire à aller faire de l'échographie pulmonaire. En Italie, deux équipes italiennes qui nous disent que voilà, ça peut permettre dans la phase post-symptomatique d'aller d'aller voir que notre patient a des lésions et peut-être d'anticiper la prise en charge, donc peut-être de faire effectivement le tri à l'entrée des urgences, et puis qu'aussi ça coûte beaucoup moins cher qu'un scanner et c'est beaucoup plus facilement accessible. On peut également le répéter, donc c'était bien écrit déjà ici, durant le suivi de nos patients, en particulier en ambulatoire, mais aussi bien en médecine ou encore en réanimation. Donc on voyait qu'il y avait déjà ces équipes italiennes qui nous incitaient à aller vers l'utilisation de l'échographie. Giovanni Volpicelli, c'est un des membres de WinFocus. WinFocus, c'est une association internationale qui permet de promouvoir l'échographie. Lui, déjà, dès le début mars, il nous proposait 3 indications: le triage aux urgences, la quantification des lésions et la surveillance en réanimation. Donc, pour aller un peu plus loin, on voit qu'en fait, la place de l'écho, en fait, elle était partout à tous les étages, à la fois pour orienter la surveillance, de savoir si on allait plutôt faire une surveillance une fois par jour, peut-être 2 fois par jour pour des patients pour lesquels on avait trouvé un syndrome interstitiel majeur, mais qui ne présentaient pas de signes cliniques de gravité. On allait pouvoir les surveiller à domicile en faisant passer l'infirmière peut-être 1 à 2 fois par jour pour aller vérifier que les signes cliniques, il n'y avait pas d'aggravation clinique, et mesurer la saturation. Avec toujours ce côté 5e, 10e jour où on regarde, où on examine particulièrement notre patient. Et ensuite, il y avait aussi la place ici dans le triage avec l'écho pulmonaire. Donc ce triage, justement, les Espagnols, nos amis de Murcie nous avaient envoyé ça assez rapidement également. C'était les équipes de Madrid qui leur avaient dit que voilà, ils travaillaient comme ça. Devant un afflux massif de patients aux urgences, il fallait rapidement pouvoir orienter les patients, et donc devant l'utilisation de l'échographie qui était facile, et ils trouvaient que les signes cliniques, les signes plutôt sonographiques étaient également faciles à reconnaître. Donc ils nous proposaient une classification en 4 stades. Le premier, où on avait manifestement un poumon normal avec un glissement pleural et des lignes A. Donc là, probablement que le patient n'avait pas de problème, en tout cas pulmonaire, à ce moment-là. Ensuite, on avait des patients qui avaient un syndrome interstitiel patent, c'est-à-dire plus de 3 lignes B dans un même espace intercostal. Ces patients-là, il fallait les surveiller à domicile, donc peut-être ceux-là les revoir. Ensuite, on avait les patients avec des syndromes interstitiels sévères, avec des multiples lignes B. Ces patients-là, au début, on pensait que tous ces patients-là avaient des désaturations et devaient être hospitalisés. On a vu au fur et à mesure des semaines que ce n'était pas forcément aussi bien corrélé, et qu'on pouvait avoir des patients qui allaient très bien finalement avec du syndrome interstitiel à certains endroits, et que peut-être les grades aussi, c'est comme pour le scanner. Peut-être qu'on peut définir aussi s'il y a 10%, 20%, 30%, 50% du poumon qui
qui est lésé. Et peut-être que ça aussi, ça doit entrer véritablement dans notre gradation pour évaluer nos patients. La consolidation, ça, c'est l'hépatisation du poumon. Ça veut dire qu'on n'a plus d'air qui passe et que le poumon est comme un organe plein, donc plein de liquide, avec les petits traits de bronchogramme aérique. Ça, c'est véritablement des signes de gravité. Donc, c'est ce qu'il nous disait Volpicelli. On peut s'en servir pour le triage. Et donc, pour rapidement, le temps d'avoir le résultat de la PCR, définir si le patient peut rentrer à la maison, être isolé en médecine si déjà il présente des signes de syndrome interstitiel majeur, ou aller en unité de soins continus intensifs si le syndrome interstitiel est étendu et ou avec des consolidations, ou enfin si le patient est Covid-neg, peut-être qu'on peut lui faire également une écho pour aller voir d'autres lésions et trouver quel est le vrai problème. La quantification, donc ça reste les data, 3 points de suspension. Ça reste réellement les points aujourd'hui. On voit qu'on a, avec cette étude, une corrélation entre les signes écho et scanner, au moins sur le plan statistique. Donc ça nous intéresse. Mais sur le plan clinique, avec les signes cliniques et le devenir du patient, on n'a pas encore les datas, donc on les attend véritablement. Pour ce qui est du monitorage, donc on en a bien parlé avec la réanimation. Monsieur Gattinoni, donc le spécialiste de la ventilation, ce que je vous disais, il nous proposait 2 types de patients. D'un côté, les patients avec des images radiologiques antérieures et postérieures de syndrome interstitiel. De l'autre côté, des condensations et des lésions sensiblement postérieures. Et donc, il nous proposait un organigramme qui nous dit, ben voilà, quand vous avez des lignes A, OK. Si vous avez des lignes B, attention, ou de la consolidation, attention. Et ensuite, en réanimation, une fois qu'on a ces patients-là, eh ben, il va falloir adapter notre ventilation, adapter notre prise en charge. Des lignes B diffuses, c'est-à-dire un syndrome interstitiel important, on pense qu'on va pouvoir simplement entre guillemets, mettre de la PEP. Et donc, c'est un problème de shunt au niveau pulmonaire. Et donc, ça va améliorer le shunt. Versus de l'autre côté, quand on a des consolidations ou des atélectasies, là, c'est important d'aller mettre les patients en décutis dorsal pour aérer justement ces zones postérieures qui ont tendance à se consolider ou à s'atélectasier. Voilà, donc le message reste le même, hein, il a été le même vraiment depuis le début. Pour nous, le dépistage, ça reste la règle actuellement, la PCR et le scanner. En revanche, avec l'écho, on peut faire du triage de patients, en particulier aux urgences. On peut le faire également pour utiliser l'échographie pour le dépistage des lésions pulmonaires, que ce soit en ambulatoire ou aux urgences. Et on peut faire un suivi, que ce soit en ambulatoire, en médecine ou en réanimation, avec l'écho pulmonaire qui nous permet d'avoir l'évolution des lésions de nos patients et de savoir si vraiment il va vers une amélioration ou au contraire, s'il faut le faire surveiller encore plus. La même info depuis le début également, protégez-vous, nettoyez votre matériel, mettez une gaine autour de votre échographe. Les anesthésistes vous en prêteront, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, protégez votre matériel autant que vous vous protégez, c'est vraiment important. L'écho pulmonaire en pratique, on a la position de la sonde. Alors, on vous a expliqué depuis le début qu'il y avait en gros une position de sonde qui a été simplifiée, qui a été présentée par le SURF pendant les études que vous verrez de Daniel Lichtenstein, où on a 3 positions de sonde qui ont été étudiées et simplifiées pour que vous n'ayez pas besoin de vous poser beaucoup de questions. Donc ça, ces positions-là, c'est le Blue Protocol, c'est en particulier pour les urgences, mais Daniel nous a bien expliqué qu'il considère que c'est bien aussi pour le Covid. Donc, il s'agit de positions antérieures au niveau de la zone 1, qui est donc la zone antérieure, ensuite en zone latérale et ensuite en zone postérieure. Pour ce qui est de la zone antérieure, il propose la position des 2 mains. Donc, c'est la position des mains de votre patient. Vous pouvez considérer que ce sont les vôtres si votre patient fait entre 1,60 m et 1,80 m, ce qui est quand même la majorité des cas. Donc, à ce moment-là, vous posez les 2 mains. Au milieu de chaque main, vous positionnez votre sonde et vous avez les 2 points antérieurs. Pour le PLAPS, c'est-à-dire le point latéral postérieur, il faut glisser la sonde latéralement et postérieurement pour avoir cette zone bien postérieure, en arrière de la ligne axillaire. C'est là qu'on va trouver 90% des condensations.
Pour ce qui est des images qu'on va trouver, les images, le classique, c'est l'image de la chauve-souris où vous avez l'espace intercostal avec de part et d'autre les lignes blanches qui sont notées par les flèches blanches qui sont les côtes. Donc le périoste qui renvoie les ultrasons. En arrière, c'est-à-dire vers le bas de l'écran, vous avez des cônes d'ombre qui sont les cônes d'ombre des côtes. Et au milieu, vous avez, selon les petites flèches noires, la ligne pleurale, qui est donc cette ligne hyperéchogène entre 1,5 et 1 cm en profondeur par rapport au relief des côtes. Ensuite, ce que vous allez retrouver dans un poumon normal, c'est le glissement de la ligne pleurale. Donc ça, Gervais va vous la montrer ensuite. Donc cette ligne blanche hyperéchogène qui bouge avec la respiration. Et ensuite, vous verrez les lignes A qui sont des répétitions de l'écho de la ligne pleurale que vous retrouverez à équidistance à chaque fois. Ici, vous pouvez voir 3 lignes A. Hop. This is a lung ultrasound. We are in a lung Donc là, vous avez bien les côtes de part et d'autre. Vous avez la ligne pleurale ici qui est mobile sur le petit signet vert, qui est bien mobile. Vous voyez qu'il y a des petits points blancs dessus. Ensuite, vous avez la réflexion de cette ligne pleurale qui est la première ligne A ici, la deuxième ligne A ici et la troisième ligne A enfin en bas. Voilà, donc ça, c'est vraiment un poumon normal. On peut dire qu'à cet endroit-là, on a un poumon qui est normal, normalement aéré. Ensuite, vous avez les lignes B. Donc, les lignes B, on vous a bien expliqué quand vous apprenez une toute petite partie de l'échographie pulmonaire qui était spécialement les lésions retrouvées dans le cadre du Covid. Donc, le syndrome interstitiel, c'est ce qu'on retrouve le plus fréquemment dans la maladie Covid. Donc, il s'agit de ces lignes B. Donc, ce sont ces lignes blanches hyperéchogènes que vous voyez ici. Il y en a encore une ici, encore une là. Il y en a une qui est quasiment confondue ici et enfin une autre ici. Donc, vous avez bien les côtes qui sont hyperéchogènes ici de part et d'autre. Votre ligne pleurale, on ne voit pas qu'elle est mobile, mais sur ce patient, elle est mobile. Et vous avez ces lignes B. Donc, c'est très important d'avoir les caractéristiques complètes de ces lignes B. Donc, c'est un artefact en queue de comète qui naît de la ligne pleurale, qui est mobile avec le glissement pleural, hyperéchogène, donc très blanc, long et continu jusqu'au bout, jusqu'à épuisement au bord inférieur de votre écran, bien défini tel un rayon laser, et qui efface les lignes A puisque vous ne voyez plus les lignes A. Vous voyez ensuite sur cette image à gauche, vous voyez une seule ligne B. C'est Thierry Diez, un apprenant de Maître Tandem, qui nous avait envoyé ça en début de confinement. Ensuite, sur la droite, vous avez 2 images. L'image qu'on vient de voir avec plus de 3 lignes B entre les côtes, on appelle ça des fusées pleurales. Et quand on commence à avoir vraiment plus de 6 lignes B entre 2 côtes, avec une distance réduite entre les lignes B, on parle de syndrome interstitiel sévère et de fusée dépolie. Attention aux faux amis. Les lignes B ont un faux ami qui s'appelle la ligne Z. Elle est définie comme une ligne bien laide par l'équipe de Daniel Lichtenstein du SURF. Quelles sont les caractéristiques de ces lignes Z? À s'y méprendre, vous pourriez croire que ce sont des lignes B, je vous l'assure, mais elles sont les artefacts en queue de comète, elles naissent de la ligne pleurale, mais ensuite, elles sont mal définies, elles ne sont pas hyperéchogènes, elles sont courtes, elles sont immobiles, elles n'effacent pas les lignes A. Ces lignes Z sont véritablement des artefacts qui ne sont pas de la pathologie. Donc, attention véritablement à ne pas confondre les lignes B avec les lignes Z. Juste une petite diapo que j'avais trouvée dans le SURF, qui est le site de Daniel Lichtenstein, qui montrait bien que le syndrome interstitiel avait une bonne sensibilité spécificité par rapport au scanner, déjà dans les études qui avaient été réalisées. Vous pouvez retrouver sur le blog de Maître Tandem ou sur la chaîne YouTube de Maître Tandem toutes les infos aussi pratiques pour apprendre à faire de l'écho pulmonaire. Vous avez vu dans l'étude de Mehdi Benchoufi 30 minutes d'apprentissage en théorie. En fait, il faisait avec un PowerPoint où il regardait les images d'échographie et comment interpréter une image d'échographie. Ensuite, soit ils avaient une banque d'images qu'ils devaient regarder tout seuls, soit ils avaient un apprentissage avec un mentor qui faisait les échographies avec eux. Je crois que c'était 5 échographies.
Donc nous, ce qu'on vous propose chez MedTandem depuis le début, c'est la vidéo éco-pulmonaire, échographie lésion pulmonaire, spécifique pour le Covid, où on vous apprend vraiment le tuto qui permet de savoir où poser la sonde, de savoir quelles sont les images comme je vous ai montré. Et vous avez en plus tous les avantages que vous avez dans les formations de MedTandem, puisque vous avez un accompagnement personnalisé dans un forum qui c'est le Slack. J'arrive à vous mettre le lien. Et vous avez également les visioconférences que l'on fait, où vous pouvez évidemment avoir la parole, nous présenter vos cas cliniques. Ça, c'est exactement les choses que l'on fait dans la formation MedTandem. Donc, c'est de la théorie, mais cette fois en visio, plutôt en vidéo et non pas en PowerPoint. Et en plus, l'accompagnement avec le mentor que vous pouvez avoir en ligne dans les visioconférences ou par écrit avec le Slack. Voilà. Hop là, dans les lésions pulmonaires, proprement parler du Covid, avec des comparaisons qu'on vous propose un petit peu depuis le début aussi. On est allé encore un peu plus loin. On vous a proposé ce qu'on voyait sur le scanner et ce qu'on voit sur les échos. Et là, je laisse la parole à Gervais, qui lui est plus imageur et va vous expliquer tout ça en détail. Gervais, c'est à toi. Superbe introduction, Lucie, merci. Imageur, c'était bien un grand mot. Hein. Donc, effectivement, donc, nous allons partir sur la corrélation entre les images échographiques et les images scannographiques. Donc, on a vu que sur les lésions de Covid, on a différents stades. Les lésions Covid au scanner elles ont des localisations spécifiques. Et elles ont aussi des étendues spécifiques. Elles peuvent être homolatérales, bilatérales. Et c'est en fait leur extension et l'étendue, la différence entre l'étendue de poumon lésé et de poumon sain qui va être vraiment spécifique du stade d'avancée lésionnelle au niveau du scanner. Et par contre, c'est vrai, ce qu'a dit Lucie tout à l'heure aussi, c'est que des fois, on a l'impression d'avoir des stades avancés sur le scanner avec des personnes qui, cliniquement, sont à peu près bien. Donc là, pour faire tout simple, sur la page de droite, vous avez une image de scanner. On voit les fameuses lésions en verre dépoli qui dénotent complètement avec l'aspect, on va dire, hypoéchogène, comme on dirait sur un truc noir du poumon sur le scanner. Hypodense, en fait, c'est sur un scanner. Donc, on va voir la corrélation juste à côté. On voit bien qu'elles sont peu étendues. This is a long ultrasound. Sur celle d'en haut, qu'elle est dans un espace intercostal, ça tombe bien parce que ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, c'est que notre unité sémiologique, ça va être l'espace intercostal pour être bien spécifique. Donc là, on peut y aller sur l'image d'écho. We can go on with the longest. This is a long ultrasound in a patient with confirmed. Alors, donc on voit nos côtes. On en avait une ici à droite, ici à gauche, l'espèce d'image ovale avec un petit trait hyperéchogène au-dessus, qui est la corticale osseuse. Là, on voit la ligne pleurale qui est hyperéchogène. On voit qu'elle glisse avec la respiration. Et on voit les fameuses lignes B dont vous parliez, Lucie, tout à l'heure, qui traversent tout l'écran. On voit celles qui sont bien hyperéchogènes. C'est très important qu'elle traverse tout l'écran parce que la ligne B est un artefact en queue de comète spécifique. L'artefact queue de comète est spécifique de tout ce qui est aérique, mais la queue de comète, la ligne B est un artefact bien spécifique qui va sur toute la longueur de l'écran, bien hyperéchogène. Et sur cette image qu'on avait, on en avait plus de 4, donc on commence à avoir un syndrome interstitiel qui commence à être remarquable sur le plan échographique. On va passer à l'image suivante. Donc là, effectivement, si on regarde sur la droite de l'écran, donc c'est la gauche sur le poumon gauche, on voit des images en verre dépoli un peu du même style que celle qu'on avait tout à l'heure, mais par contre, à la partie basale droite, donc à la gauche de l'écran, on voit une lésion qui est beaucoup plus étendue, qui est vraiment presque à la limite de la condensation. Donc, on va voir la corrélation, ce que ça va donner sur l'image échographique. This is a long.
Donc, on voit notre fameuse ligne pleurale toujours. Et là, on s'aperçoit qu'on a une côte en plein milieu, on a une côte à droite, une côte à gauche. Donc, on voit qu'on est sur deux espaces intercostaux, qu'on voit qu'entre chaque espace intercostal, on a nos fameuses lignes B dont on n'arrive même pas à déterminer s'il y en a deux, trois, quatre. On voit vraiment elles sont toutes accolées. Il doit y en avoir au moins quatre ou cinq. Et qu'on voit, alors c'est un signe dont on parle de temps en temps, on parle le signe du rideau. C'est-à-dire qu'en fait, sur les deux espaces intercostaux, vous avez l'impression que vos lignes B passent de l'un à l'autre. Donc là, on est sur ce qu'on appelle tout à l'heure, ce qu'on appelait les fusées dépolies. Donc là, on est sur un syndrome interstitiel qui est plus sévère. Voilà, tout à fait. Et donc, on voit très bien la corrélation entre les deux. Alors, un signe très important dont tout le monde nous a parlé sur les différentes images qu'ils ont vues au niveau des patients Covid, c'est ces fameuses, on appelle ça le signe de la fractale. Donc, pour moi, c'est des microcondensations sous-pleurales. Donc, c'est des images en fait hypoécogènes, c'est-à-dire noires, qui donnent l'impression que la ligne pleurale, il y a une espèce de décroché. En face, on a toujours forcément une ligne B en regard, puisqu'effectivement, ça change le rapport RO qu'il y a dans le poumon normal. Donc, du coup, c'est des microcondensations. Et là, c'est un début d'un petit syndrome alvéolaire qui, après, effectivement, peut dégénérer sur un syndrome alvéolaire beaucoup plus important, qu'on va regarder juste après. This is an ultrasound. Voilà, exactement. Donc, le syndrome alvéolaire, très important, c'est ce qu'on appelle la consolidation, ce qu'on a parlé tout à l'heure, l'hépatisation du poumon. La ligne pleurale a complètement disparu. Bon, on voit qu'il suit quand même la respiration, mais là, on a une espèce de paquet hypoécogène. On voit très bien que là, c'est plus du tout aéré. On voit juste des petits points hyperécogènes. Ce n'est pas spécifique du Covid, c'est juste un bronchobarbe aérique. On peut le voir comme on ne peut pas le voir. Ça peut avoir une utilité en réa pour savoir si c'est dynamique ou pas dynamique. Mais là, dans notre vue du Covid, ça n'a pas forcément de spécificité. C'est juste pour que vous ayez l'image en tête. Voilà. On ne veut pas passer à l'image suivante. Voilà. Donc là, c'était juste, on n'a pas l'image statique. On a l'image statique, pardon, excusez-moi. Là, vous avez la rate qui a la même écogénicité que le foie. C'est pour ça qu'on parle en général d'hépatisation, parce que vous voyez bien que la condensation là, qui est plus étendue, c'était un autre patient. La condensation est très étendue. Et là, vous voyez qu'on a vraiment le poumon, on a l'impression que le poumon est comme la rate, comme le foie, ce qui est tout à fait pathologique. Ça, c'est une image, c'est pas une image d'un patient Covid, c'est une pneumopathie communautaire classique. Mais en fait, c'est juste pour vous montrer que vous ayez en tête cette image-là qui va arriver dans la troisième phase du Covid, en fait. Voilà, très bien. Donc là, ce dont on a parlé aussi tout à l'heure, le fameux épanchement pleural, qui dans le Covid va arriver que dans la phase 3 et en phase évoluée. Donc là, on voit une partie à gauche au niveau du poumon qui est un peu plus noire, plus anéchogène, plutôt liquidienne. On revoit juste en dessous une partie bien condensée, là, qui prend tout l'écran. On est vraiment très postérieur. Si on voit la corrélation tout à côté avec les images échographiques, on voit bien que on voit tout le fond du poumon qui est complètement pris par cette masse liquidienne, on va dire. On voit un petit peu, on a une petite corrélation, les petits points blancs que vous voyez, c'est les points noirs que vous avez, les traits noirs que vous avez dans la condensation. C'est le bronchogramme aérique, en fait. C'est des bronches qui sont circonscrites un peu, mais qu'il y a un peu d'air qui passe dedans. Mais on voit que dans tout le reste, il n'y a pas d'air qui passe du tout. Donc là, vraiment, on est dans une phase où on est vraiment embêté. On va passer à l'image suivante. Donc voilà, c'était juste pour vous donner une petite image d'épanchement pleural. Donc là, on est au niveau postérieur, juste au niveau du cul-de-sac pleural. Donc là, on voit bien l'image du cul-de-sac pleural. Si on voudrait vraiment la voir, il faudrait tourner l'image de 90 degrés vers le haut et on aurait bien notre image du cul-de-sac pleural. Et on voit le bout du poumon qui flotte un petit peu, c'est le signe du floating, qui flotte un petit peu dans le poumon, c'est l'épanchement pleural. Effectivement, ça n'arrive que dans les phases évoluées. Et vraiment, si vous l'avez dans une phase précoce, là, on peut penser plutôt à un diagnostic différentiel. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais posé la question dans l'étude de savoir s'il faisait un petit peu attention aux antécédents pulmonaires des patients. Parce que effectivement, ça, à un moment donné, on peut se retrouver avec certaines images qui existent déjà. Si on n'a pas l'antériorité, là, on peut être embêté. Si on a l'antériorité, ça ne pose pas de problème. Voilà.
Très bien. Je vais redonner la parole à Lucie. Très bien. Tu m'entends, Lucie? Lucie, tu m'entends toujours ou pas? Je t'entends toujours, j'avais oublié de réactiver mon micro. Ah, d'accord, ok. Ouais, pas de souci. Voilà. Je n'étais pas sûr. Euh, Donc, bon, ça c'est. Alors, merci beaucoup Gervais. Je vous propose d'aller très vite là-dessus parce qu'il est 20h53. Donc, évidemment, vous allez pouvoir retrouver les visios avec toutes les infos sur notre blog de Math Tandem. Donc, juste très rapidement là-dessus parce que j'aimerais bien vous laisser la parole pour que vous nous disiez un peu où vous en êtes des lésions. Je vois qu'il y a Hélène qui voudrait aussi nous parler de ce qu'elle veut faire. Donc, très rapidement, il y a des études cliniques italiennes qui proposent d'utiliser les 14 positions de sonde. C'est vraiment pour standardiser les images et ce n'est pas une réalité clinique. C'est dans l'idée de se dire on va faire une base de données avec tout le monde, donc on essaye d'avoir le maximum d'images. Les scorings, le score A, on le connaissait, c'était 0 avec les lignes A. Le ligne B, dès qu'on commence à avoir quelques lignes B, on va passer en score 1. Beaucoup de lignes B, ce qu'on vous avait dit, fusée dépolie, on passe en score 2. On commence déjà à avoir les condensations sous pleurale, l'irrégularité de la ligne pleurale. Score 3, là on a des importantes irrégularités de la ligne pleurale et des condensations qui commencent à apparaître. Donc ça, c'est vraiment les choses de ce côté. Les gradings, c'était vraiment par rapport à ça. Il y en avait 2 cas cliniques que je vous avais présentés déjà la dernière fois qui sortaient de cette étude, encore des Italiens, avec 2 patients pour lesquels il y avait un patient qui avait très à risque de Covid avec des crépitants et la lymphopénie, vraiment tous les risques du Covid qui, lui, avait présenté des lignes B avec des syndromes interstitiels, versus une dame qui avait aussi tous les critères et qui, pour autant, elle avait des lignes A, une seule ligne B. Donc, on pouvait exclure à ce moment-là, en tout cas, le fait que cette dame avait des lésions pulmonaires en rapport avec la maladie Covid. L'idée, c'est vraiment de vous donner des infos très simples comme ça. Donc, je crois que je vais parler une seconde de l'étude clinique de Yannick Schmidt. Voilà, donc Yannick Schmidt n'est pas avec nous aujourd'hui. Il va regarder la visio. Là, il vient de m'envoyer un petit message. Yannick, il recrute encore des investigateurs. Son étude, c'est chez les médecins généralistes. Une évaluation à J. Alors, ça, c'était ce qu'il devait faire au départ. Il devait faire plusieurs échos, mais en final, il a réduit le truc. Je crois qu'il fait une écho à J10. Il recrute encore des investigateurs. Si ça vous intéresse, vous nous envoyez un petit mail sur contact@mattandem.com. On vous mettra en relation avec lui. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On avait fait ce petit recueil que nos copains Réa nous avaient donné, avec un scoring également. Vous voyez qu'en fait, il y a des scorings un peu partout, avec des scores un peu différents. Là, l'épanchement pleural, on voit bien qu'on peut l'enlever des critères. Et après, je pense que c'est important d'avoir un scoring parce que ça nous donne un peu ce qu'on voit pour le scanner, de savoir si on a 15%, 10%, 45%, 50% du poumon qui est lésé. Et effectivement, avec quel type de lésion? Est-ce que c'est un syndrome interstitiel important ou est-ce que c'est des consolidations? Voilà. Je tiens vraiment à vous laisser la parole, donc je vais arrêter de partager et la scène est ouverte. Hélène, j'ai vu que tu m'avais envoyé des messages, je ne pouvais pas répondre pendant que j'étais en ligne. Oui, bien sûr, on va te mettre en relation avec l'équipe de Mehdi. Est-ce que tu veux prendre la parole, nous expliquer un peu ce que tu fais, où est-ce que tu travailles? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est gentil de me donner la parole. Bon, je travaille dans un hôpital gériatrique en région parisienne. On a un service de 300 lits, à la fois UGA, à la fois SSR et aussi de l'EHPAD.
On n'a pas le scanner sur place. Et donc, quand le Covid est arrivé, j'étais avec mon collègue en train de se dire il faut absolument on puisse faire de l'échographie. On a un appareil d'échographe parce qu'on a des échographistes qui viennent nous faire des échographies, mais bon, c'était pas facile de le déplacer. Donc, on a fait l'acquisition du Butterfly qu'on a reçu il y a 3 semaines. On en est vraiment très content. Franchement, ça marche très très bien. Nos patients sont bien échogènes. Enfin voilà, bon, chez les personnes âgées, c'est pas trop compliqué, c'est très maniable et franchement, on est très très content de ça. Donc là, effectivement, on avait l'idée de faire aussi le même type d'études que les hôpitaux parisiens, c'est-à-dire d'essayer de voir parce qu'on nous envoie donc des gens des urgences avec un scanner et donc on voulait voir si on pouvait bien faire la concordance entre nos images écho et le scanner. Donc on va faire ça et puis on aimerait bien aussi suivre l'évolution de nos patients que l'on ne peut pas nous réanimer parce que nous ce sont des gens qui ne sont pas réanimables donc voilà, ça nous aide aussi actuellement dans la prise en charge antibiotique et tout ça. Voilà. Très bien. Et tu fais de l'écho pour autre chose que l'écho pulmonaire dans le Covid? Alors, pas vraiment. Moi, j'ai été formée au FAST quand j'ai fait un petit épisode aux urgences l'année dernière et j'avais vraiment envie de le reprendre. Donc là, c'était l'occasion. Et après, j'ai qu'une envie, c'est de continuer. Mais l'écho pleuropulmonaire, c'est vraiment tellement facile que voilà, franchement, j'encourage tout le monde à s'y mettre. C'est très intéressant. Très bien. Écoute, merci beaucoup Hélène pour ton témoignage et on va te mettre en relation avec ceux qui travaillent sur les études cliniques. Il y a Félix Amiot, il y a Yannick Schmitt et donc l'équipe de Mehdi, bien sûr. Je t'envoie les coordonnées de tout ce monde-là. Tu les contactes de ma part et ils vont te donner leur protocole pour que, effectivement, si vous voulez lancer quelque chose, ça sera déjà plus simple. Merci beaucoup. Une autre question, je vois. Est-ce que vous utilisez déjà l'écho pour dépister les patients peu ou asymptomatiques qui vont avoir une intervention en urgence? Alors, moi, j'ai pas repris l'activité encore. On va reprendre au 11 mai véritablement. Donc, moi, je suis anesthésiste, un Estréa, mais actuellement plutôt sur une activité d'anesthésie. Et effectivement, ça fait partie des choses qu'on a discutées entre nous, surtout qu'on sait déjà faire de l'écho tous. Donc, et comme disait Hélène, vu que l'écho pulmonaire, c'est facile. Donc, on est plusieurs à être motivés pour faire des échos pulmonaires avant de faire les interventions. Est-ce que ça va devenir une majorité? Je ne sais pas. Aujourd'hui, les sociétés savantes se sont pas prononcées par rapport à ça. Mais en tout cas, en réa, on a l'habitude de le faire. Et comme je vous disais, c'est pas faire une écho par jour, c'est monitorer dès qu'on va modifier quelque chose, dès que notre respirateur sonne, dès qu'il faut qu'on intervienne sur notre patient, on fait une écho pour pouvoir adapter la prise en charge. Hélène aussi, dans des choses à rechercher sur des patients que vous allez garder comme ça, c'est aussi les signes droits, les signes d'embolie pulmonaire. Ça, c'est sans phlébite, c'est des patients on a vu beaucoup de littérature sortir sur des patients qui ne sont pas forcément en réa, mais qui ont déjà des signes de gravité. Et surtout si c'est des patients que vous ne devez pas adresser en réa, ça peut être intéressant de leur mettre quand même une anticoagulation curative. En réa, là, on a vraiment beaucoup évolué vers ça. On était en préventif tout doux. On est passé en préventif fort, voire en curatif. Parce que au niveau du 10e, 15e jour, on commençait à avoir des patients qui avaient des embolies pulmonaires, mais genre 60-70%. Vraiment des taux complètement différents de ce qu'on a en réa habituellement. Ce n'est pas des thromboses de KT ou des choses comme ça. Donc ça, c'est les signes droits. Rechercher un cœur droit, c'est des choses qu'on peut faire aussi facilement avec une coupe sous-xiphoïdienne. Aller rechercher la fonction VG et les signes droits. Je voulais juste rajouter par rapport à ce que tu disais aussi sur les signes de cœur droit. Pour nous, imageurs, effectivement, maintenant, dans les protocoles de réalisation des scanners de Covid, il y a une attention particulière qui est donnée à certains signes
à certains signes, on appelle ça le signe du halo. Bon, bref, c'est un signe particulier. C'est des signes en fait, c'est des signes d'embolie pulmonaire. Donc, très souvent, vous allez voir, en général, le scanner que vous allez faire pour un scanner Covid, c'est avec un scanner sans injection. Mais on va dire que dans ce que je vois par rapport dans mon service, à peu près maintenant 20%, on fait une injection autant artérielle pulmonaire pour rechercher une embolie pulmonaire. C'est vraiment un truc, et c'est vraiment quelque chose qui est pour les imageurs qui est vraiment devenu vraiment la routine. C'est le premier. On va chercher les lésions, la topographie des lésions en premier, et la deuxième chose qu'on va rechercher, c'est s'il y a un signe d'embolie pulmonaire. Donc, juste pour ajouter ça. Oui, on a vu pas mal de publications sortir là-dessus, en particulier des publications françaises de l'équipe de Marseille qui proposait de faire des scans injectés. Donc, vous, dans la médecine en ambulatoire, Claude, tu veux poser la question, comment surveiller l'évolution, c'est ça, en ambulatoire. Donc ça, c'est… Prends ton micro si tu veux. Je crois qu'il y a Xavier Pierre qui peut être là, qui peut te répondre. Abdelatif aussi. Vas-y, pose ta question. Je pense que tu le feras mieux que moi. Je l'avais écrite en partie. Ouais. Comment surveiller l'évolution d'une lésion, par exemple unilatérale? Bon, quand en ambulatoire, je parlais, si on détecte une lésion sur un patient unilatéral, qu'on le revoit, que ça se bilatéralise, on comprend que ça évolue mal. Mais un patient, disons, simple, avec une seule lésion unilatérale, comment faire? Dans le temps, est-ce que les lignes B durent longtemps chez le patient? Alors, donc dans l'évolution, effectivement, moi, ce que je te disais, c'est qu'on avait l'expérience d'Angers au départ là, qui surveillait toutes les 2 jours. Après, on a pas mal de médecins, je ne sais pas s'il y en a qui veulent prendre la parole, là, qui sont médecins généralistes, qui font du suivi maintenant tous les 2 jours des patients, même des patients à 15 ou 20e jour. Hein. Donc, par rapport à ça, après, si tu as un patient qui a des signes cliniques pauvres et un seul cadran, je pense que c'est vraiment important, c'est de définir la topographie de tes lésions. Donc, d'avoir ton compte rendu avec la topographie et de pouvoir réinterpréter 2 jours après en fonction des images que tu avais, de la topographie que tu avais définie avant. C'est pour ça que je pense que c'est important, le petit compte rendu là, quand vous avez proposé, où vous écrivez à chaque fois le score dans chacune des cases. Je pense que ça permet bien de suivre. Je ne sais pas, Abdelatif ou Pierre ou Xavier plutôt, je ne sais pas si vous… peut-être Abdelatif, vas-y. Hein. Je ne sais pas qui est là, sinon… Vous arrivez à m'entendre? On t'entend, Abdelatif, vas-y. Là, on ne t'entend plus. Attends, je remets le micro. Attends. C'est bon, on t'entend. Oui, on t'entend. Très bien. Alors voilà, merci. Donc, bonjour. Et donc voilà, je voulais dire que l'écho, il a une place dans le suivi des lésions. Aujourd'hui, j'ai vu un patient Covid qui était positif. Et ça fait quand même 24 jours environ qu'il est encore hospitalisé à la clinique. Bon, il avait des lésions vraiment très importantes et aujourd'hui, voilà, je l'ai examiné ce matin et j'ai constaté pratiquement il n'y a plus de ces lignes B, il y a plus même au niveau de l'architecture de la ligne pleurale, et bon, il a totalement changé et il y a un rétablissement très très important. Et la clinique, elle est là, elle est en très bon état général, et même sur le plan biologique. C'est pour dire que l'importance de l'écho aujourd'hui, c'est aussi dans le suivi des lésions. Et ces lésions, en les confrontant à la clinique et à la biologie, il a toute son importance. Et même, j'avais même un scanner qui m'avait un peu inquiété et qui était discordant avec l'écho. Et on a refait le scanner et on était étonné qu'il y avait un scanner qui est tout à fait compatible avec ce que j'ai constaté à l'écho. C'est pour dire que normalement, habituellement, il faut utiliser cet outil dans le suivi. C'est parce qu'on peut pas… On voit les images s'aggraver, on voit les images aussi s'améliorer. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Oui, c'est très important de revoir le malade plusieurs fois.
Après, on avait aussi, merci beaucoup Abdelatif. Donc, Abdelatif est à Casablanca. Il y a eu pas mal de patients Covid et il nous a apporté son expérience déjà dans une visio précédente. On avait également le témoignage de Xavier Pierre, qui est médecin généraliste à Biscarrosse, qui a suivi pas mal de patients et dont une patiente dont il nous parlait qui allait travailler dans l'EHPAD. Dans l'EHPAD, ils avaient eu 2 patients qui avaient été étiquetés Covid+, et qui étaient donc isolés. Et cette dame, 15 jours après, donc après ces 15 jours d'isolement où elle avait présenté les signes cliniques, est revenue le voir avec une toux et une fatigue, comme beaucoup de nos patients après le Covid, et donc en demandant si elle pouvait reprendre le travail. Ça, c'est pareil, on ne va pas trouver ça dans les recommandations. Et pourtant, il lui a fait une écho pulmonaire, il a vu qu'elle avait encore des lésions pulmonaires. Aujourd'hui, les virologues nous disent peut-être qu'effectivement, on trouve du virus et qu'il n'est plus actif. Donc, c'est pour ça qu'on lève l'isolement. Et on n'a pas, ça reste une expérience. Il n'y a pas d'études cliniques aujourd'hui pour nous expliquer de façon sûre qu'il n'y a plus de virus dans les poumons alors qu'on a encore des lésions pulmonaires. On avait déjà cette notion-là qu'il y avait encore des lésions pulmonaires qui pouvaient être présentes plus d'1 mois après. Il y a une étude chinoise qui montrait qu'ils avaient fait des scanners du personnel soignant. Et 1 mois après le début des symptômes, le personnel soignant avait encore des lésions pulmonaires. Qu'est-ce qu'on doit en faire aujourd'hui? Je ne sais pas. Clairement, je ne sais pas. Donc après, tout dépend de la pratique que vous voulez donner. Effectivement, Xavier, pour le coup, comme c'était une dame qui allait travailler dans une EHPAD, elle a préféré lui prolonger son arrêt de travail. Mais voilà, après, je pense que c'est à chacun de voir. L'écho ne fait pas tout. L'écho nous donne simplement un outil de plus pour orienter notre diagnostic. Alors, je vois que Charfada dit que sur des patients même à J25, J30, on a des patients avec des images de lésions encore sévères qui évoluent très peu. Ouais, donc, on a plein d'exemples. Hein. Ouais. Et avec des patients aussi qui ont des dyspnées d'effort pour un effort très faible. Hein. Voilà. Je ne sais pas, quelqu'un veut reprendre la parole? Il est 21h10. Est-ce que ça vous convient? Je vous promets qu'on refera une visio sur le Covid si on a des nouvelles infos. Voilà, vous donner en particulier sur des nouvelles études cliniques. Si vous avez des cas cliniques que vous souhaitez nous adresser, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on vous mette en relation avec d'autres médecins généralistes, avec d'autres urgentistes, avec d'autres réa, envoyez-nous un mail sur contact@medtandem.com. On se fera un plaisir de vous mettre en relation. Et puis, comme je vous dis, si vous trouvez des études cliniques, si vous avez des choses intéressantes, avec grand plaisir, on réouvre une session et on vous accueille de nouveau sur une visio. D'ici là, on prend rendez-vous donc pour tous les premiers mardis du mois. Ça sera le mardi de Med Tandem. Donc, le prochain, c'est le 2 juin à 20h. On vous enverra le lien comme on a fait là. De toutes les façons, vous trouverez les informations également sur le site internet, sur medtandem.com, sur l'onglet visioconférence. Donc, vous pourrez vous inscrire. Ça restera entièrement gratuit. Ça sera de l'information cette fois-ci le 2 juin sur les pathologies des voies biliaires, Gervais? Tout à fait, c'est ça. On va parler des pathologies aiguës des voies biliaires en échographie. On va essayer de sortir un petit peu du Covid parce qu'il y a d'autres pathologies que le Covid. Donc, on va essayer de voir les différents aspects qu'on peut trouver sur une échographie et les diagnostics différentiels qu'il peut y avoir. Et ça peut être très intéressant à avoir. Et surtout, dans ma pratique, je m'aperçois là que avec le confinement, la plupart des gens, ils osaient plus venir à l'hôpital ou aux urgences aller voir leur médecin. Et je m'aperçois que là, j'ai des images bien cognées d'appendicite, de cholécystite, des choses que je ne voyais pas forcément avant le Covid. J'avais plus souvent des coliques hépatiques ou des choses qui étaient vraiment un peu entre les deux. Là, on a vraiment des aspects qui sont vraiment cognés, qu'on voit dans les livres, et ça peut être intéressant. Voilà. Très bien. Écoutez, rendez-vous le 2 juin. Super. Merci Gervais. Rendez-vous le 2 juin pour une visio donc abdos. En mois de juillet, on fera une visio musculo-squelettique.
Sinon, d'ici là, formez-vous. MedTandem reste ouvert. Nous, on a la chance d'être en ligne, donc on vous accueille encore encore et toujours pour les formations en ligne, avec, comme je vous disais, les vidéos que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez voir à la fois de l'anatomie, les descriptifs des différents mentors, les décryptages qu'on a proposés en termes de pédagogie pour aller vraiment savoir où positionner la sonde. Et évidemment, l'accompagnement avec nos mentors, avec Gervais en particulier, qui vous accompagne à la fois sur le Slack, c'est-à-dire le forum dans la communauté entre vous, sur lequel vous pouvez échanger autour de cas cliniques, et bien sûr avec les visioconférences qu'organise Gervais toutes les semaines entre les différents participants pour que vous puissiez être vraiment, vraiment, vraiment accompagnés. Donc tout ça, ça fonctionne dès aujourd'hui. Le DPC fonctionne. Donc, c'est des formations qui sont entièrement gratuites. Donc, on vous attend avec plaisir. Les portes sont grandes ouvertes chez MedTandem. C'est aéré, donc c'est Covid-free. Voilà. Bonne soirée à tous et au 2 juin, d'ici là. Le scoring pour l'écho pulmonaire, Claude, je le mets sur le blog et, pour que tout le monde l'ait et je pense à te l'envoyer. Voilà. Il y avait la question juste qu'appelez-vous une gaine pour l'échographe. On a des emballages en plastique qui font un peu comme vous avez pour les colonnes de célioscopie aussi. Ce sont des grandes enveloppes comme ça qu'on utilise, nous, pour protéger nos sondes d'échographie quand on fait de l'anesthésie locorégionale. Ça veut dire qu'on va piquer à côté de l'écho et donc des fois, il y a un peu de sang ou de liquide. Et donc, c'est pour protéger notre sonde. Voilà, donc c'est des équipements qu'on utilise tous les jours en fait dès qu'on fait une échographie. Après, donc je peux vous c'était donner juste... dans le cadre du Covid, ça pouvait servir. Oui, Gervais, bien sûr. Il y a juste un petit système D aussi. Nous, on fait de l'échographie interventionnelle, donc effectivement, on a ces types de protection. Mais quand vous avez des petites sondes ou sur des appareils portables ou des choses comme ça, vous pouvez utiliser un gant que vous remplissez de gel, ça peut marcher très bien aussi. L'essentiel, c'est de protéger votre matériel et parce que ça peut être une voie de contamination. Donc, effectivement, vous pouvez trouver des gaines, mais si sur le moment, vous n'avez pas grand-chose, mais ça, vous pouvez l'utiliser et ça marche très bien aussi. Voilà, c'est juste une petite aparté. Rendez-vous le 2 juin. Voilà. Rendez-vous le 2 juin. Ça a été un grand plaisir de vous accompagner pendant ces semaines, d'avoir vos témoignages, de rencontrer plein de médecins, que ce soit des médecins, des urgentistes, des gériatres, des infectiologues, des pneumologues, des réas. On a les anesthésistes qui s'y mettent aussi. Donc, c'est super. Et le fait que cette étude de Mehdi Benchofi et son équipe viennent clôturer cette session, on est vraiment très heureux parce que ça montre qu'on a bien fait de continuer à vous former et de rendre toujours cet outil d'échographie plus simple et plus facile à utiliser pour que ça soit véritablement votre stéto d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Bonne soirée à tous, à très vite, à très bientôt. Écrivez-nous, on est là, on vous répondra. Et puis, dès que vous avez des infos, on refait une visio. Bonne soirée, merci à tous.